à un moment donné, il faut inscrire les participants sur la plateforme. Donc, ça se passe en deux temps. Déjà, les inscrire sur la plateforme. En deuxième temps, les inscrire au cours. Une fois qu'on a fait ça, toujours dans la dimension administration de l'apprentissage, et là, je vais agir sur la dimension communication. Je vais envoyer le premier email à mes participants. Je leur envoie un email personnalisé dans lequel je leur donne l'adresse du cours. Je leur donne un petit mode d'emploi sur comment naviguer dans le cours, comment trouver le bon endroit dans le cours. Et je leur donne leur identifiant et mot de passe. Donc ça, c'est une des fonctions tutorales qui est la fonction administrative. Et je parle de fonction justement parce que dans des grands dispositifs, ça peut être assuré par une assistante administrative, ça peut être pris en charge par quelqu'un d'autre que le tuteur lui-même. La première fonction du tuteur, c'est d'animer et d'accompagner. Animer, accompagner les apprentissages. Ça va se traduire par différentes actions qui sont liées à ce que j'attends en tant que tuteur des participants. J'attends d'eux qu'ils participent à certaines activités collaboratives. J'attends d'eux qu'ils se connectent à une certaine fréquence au dispositif. J'attends d'eux qu'ils respectent des règles de comportement. Donc la deuxième action forte que je fais en direction de mes participants, mes apprentis tuteurs, puisque c'est le voyage au pays des tuteurs, donc ils viennent apprendre à devenir tuteurs, c'est d'obtenir leur accord sur les règles. Donc je leur envoie en pièces attachées les règles du voyage au pays des tuteurs. Et je leur demande de me répondre en disant « j'accepte ces règles ». Ensuite, je les invite à découvrir le premier épisode. Dans cette fonction accompagnement, je vais suivre, piloter l'avancement individuel de chaque participant en allant regarder les statistiques de connexion sur la plateforme régulièrement. Chaque semaine, je fais un point, c'est-à-dire que j'ai au moins 2 rendez-vous collectifs. Je regarde de manière approfondie tout ce qui a été produit au cours de la première partie de semaine du mercredi au vendredi. Et le vendredi soir, j'envoie une petite synthèse de ce qui s'est fait. Et j'invite ceux qui ne sont toujours pas connectés à l'épisode prévu pour la semaine à le faire, peut-être pendant le week-end ou autre. Donc j'envoie aussi des mails individuels à ceux qui ont pris du retard ou qui sont inactifs depuis un certain temps. En tant qu'expert du contenu, qui est aussi une des fonctions, je vais, dans l'espace forum dédié à telle ou telle dimension des activités du tuteur, selon l'épisode dans lequel je me situe, expliciter telle ou telle notion. Peut-être aller plus loin que ce que j'ai mis dans la ressource. Dans la dimension support technique, j'ai un apprenant qui n'arrive pas à faire fonctionner une ressource. Je vais essayer de savoir pourquoi, dans quel contexte, il n'arrive pas à faire fonctionner la ressource. Et je vais essayer de régler le problème. Si je n'y arrive pas, si c'est un problème de nature technique profond, là je vais solliciter la hotline technique de niveau 2, en fait constituée par l'équipe de réalisation du projet et qui va m'aider à identifier plus finement l'origine du problème. Je vais vous dire les choses. C'est très lié au niveau de participation des apprenants. Dans des dispositifs similaires, il m'est arrivé de devoir passer 20 heures par semaine pour animer un groupe de 20 personnes. Dans ce dispositif-là,
avec des populations francophones, France, je prenais environ, ça me prenait environ, alors je vais faire un calcul rapide, après la phase d'inscription qui était un petit peu laborieuse, en mode accompagnement, j'étais autour de 2 à 3 heures par semaine. Dans le modèle que j'essaie d'appliquer, je ne suis pas dans la transmission, justement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, transmission d'une expertise, c'est dans l'application de techniques d'animation à la situation que l'on rencontre. C'est-à-dire, j'anime en allant chercher les réponses chez les participants. C'est-à-dire que je fais un travail d'analyse et de synthèse en permanence sur ce qui est produit par le groupe et je mets en valeur, en évidence, toutes les trouvailles, toutes les pistes ouvertes, toutes les pistes contradictoires. J'oppose les pistes contradictoires pour en fait approfondir la connaissance et la prise de conscience de ce qui est en train de se passer. Quand un moyen ne marche pas, il faut essayer un autre moyen. C'est-à-dire lorsque vous avez envoyé 3 emails et que ça ne marche pas, il faut changer de mode de communication. Donc là, vous prenez le téléphone. Et si au téléphone, vous n'arrivez toujours pas à atteindre les personnes, eh bien vous allez monter d'un rang hiérarchique si vous êtes dans un contexte institutionnel. Vous allez appeler le manager de la personne qui est en formation. Mais dans tous les cas, en fait, je cherche le levier qui va pouvoir mobiliser la personne concernée dans son contexte. Et jusqu'au dernier jour du dernier épisode, j'essaie de garder en fait les gens là ou de faire en sorte qu'ils rattrapent le retard pris jusqu'à la veille du dernier jour, quoi. Je m'en occupe comme un berger s'occupe de ses moutons. Alors des fois je suis le petit chien, des fois je suis le berger, mais en fait je suis un berger bienveillant. Je cherche toujours les arguments positifs. Je ne crie jamais sur mes stagiaires, je dis jamais, je ne fais pas des projections sur les causes de leur absence, j'essaie de savoir et j'essaie de garder le contact. Donc les situations qui sont difficiles pour moi en tant que tuteur, c'est principalement du live en classe virtuelle quand il y a un incident technique. Alors là, j'aime pas. J'ai connu il y a 15 ans lors de ma première classe virtuelle et je crois que j'ai été baptisé pour le reste de mes jours. Ça, j'aime pas du tout. Donc, en conséquence, j'ai construit un dispositif à dimension asynchrone à 98% et du synchrone de temps en temps sous forme de chat avec l'Afrique quand c'est nécessaire. Néanmoins, pour des dispositifs longs, on a intérêt à injecter du synchrone dans le dispositif. Il y a une activité dans la phase accueil qui consiste à se présenter. Alors ensuite, c'est la manière dont on se présente soi-même qui va inciter les gens à se présenter selon un style. Pour créer de l'interaction, ben en fait, c'est les situations d'apprentissage qu'on propose. C'est-à-dire que dès le 2e ou 3e épisode, on a quelque chose à faire de manière collaborative dans l'espace forum. Et donc, au travers de cette activité collaborative, on va apprendre à se connaître. Si on veut qu'il y ait du tutorat d'ordre pédagogique, c'est-à-dire qui dépasse la simple fonction suivi administratif des apprentissages et réponse aux questions techniques, il faut l'inclure dans la conception du dispositif. C'est-à-dire qu'il faut inclure dans la réflexion les activités tutorales, ce que le tuteur va être amené à faire. Et pour que le tuteur le fasse, il faut l'aider dans sa tâche, parce que c'est très différent de tutorer un dispositif qu'on a soi-même conçu que de tutorer un dispositif conçu par quelqu'un d'autre. Et donc, pour pouvoir tutorer quelque chose qui a été conçu par quelqu'un d'autre,
il faut savoir précisément ce qu'on attend de soi en tant que tuteur. Et donc, pour remonter au travail de conception, c'est définir dans la conception du dispositif les fonctions pédagogiques du tuteur, la planification des activités du tuteur, des tâches du tuteur, dans toute la durée du dispositif. Mon message, c'est, s'il y a du tutorat, il faut le concevoir en amont de son exercice. Sinon, il sera restreint à la portion la plus congrue, c'est 50% des activités qui seront soit des activités administratives de suivi de l'avancement, soit le support technique de premier niveau, rien d'autre. Mais bon, un tuteur, c'est un peu plus que ça, selon moi. Alors, comment valoriser la fonction de tuteur? Ce serait la reconnaître, c'est-à-dire de reconnaître cette compétence dans les institutions. Et la reconnaître, c'est donner du temps aux gens pour assurer cette fonction, cette mission. Donner du temps, leur donner des moyens éventuellement et techniques et financiers pour faire des choses un peu originales, qui sortent de l'ordinaire, qui vont me permettre d'aller au-delà d'une simple présence en ligne. Mon dispositif rêvé, c'est aussi d'avoir les gens en face à face pendant 2-3 jours sur une île, quelque part entre l'Islande et le Groenland. Donc, ou ailleurs, dans un endroit peut-être plus confortable, je ne sais pas. C'est-à-dire d'avoir ce contact physique, direct avec les personnes. Disons que le modèle Blended est un modèle auquel je crois, qui combine la puissance de la présence et l'efficacité de la distance, l'efficience de la distance. Il faut avoir une masse critique, vous l'avez souligné tout à l'heure, pour que pour les interactions il y ait un minimum d'interaction. Et je pense que la masse critique, elle se situe entre 10 et 15 personnes actives, effectivement. J'ai participé à des MOOC où il y avait 2 personnes pour animer 20 000 participants. Là, je me demande comment. Et c'est en fonction du temps disponible. Si j'ai des participants qui sont très actifs, qui de leur côté ont 5 heures de travail par semaine à réaliser, si j'en ai 20, si chaque semaine je dois donner à chacun un compte-rendu de ses apprentissages, ce que j'ai observé dans les traces qu'il a laissées, ça me prend par participant entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Je vous laisse faire le calcul. Donc, au-delà de 40 participants, j'ai épuisé mon temps plein. Donc, je m'épuise en tant que tuteur. Donc, quelles sont les recommandations? Je dirais, c'est selon le degré d'activité de vos participants, entre, allez, on va dire la fourchette basse pour avoir un modèle économique intéressant, entre 15 et 50, tout est possible. Après, on va faire autre chose. Si le mot-clé pour la conduite de projet, c'est-à-dire toute la partie design, expérimentation et autres, c'est anticipation. Pour la partie animation, le mot-clé, c'est confiance. C'est obtenir et conserver la confiance des participants. L'obtenir, c'est en leur donnant des garanties de confidentialité sur tout ce qui va s'échanger à l'intérieur de l'espace. C'est respecter absolument le droit des participants sur leur production, ou leur demander l'autorisation formelle de les citer dans toute publication qu'on fera à partir de ce qu'ils auront produit. C'est gérer les situations difficiles offline. C'est
être honnête intellectuellement, c'est montrer que l'on tient à eux, on tient à ce qu'ils apprennent et qu'on prend en compte leurs difficultés personnelles lorsqu'il y en a qui les empêchent d'avancer. C'est tout ça. En fait, le mot confiance, c'est le mot-clé. D'accord. Alors, à l'écrit, il faut ne parler que de faits, c'est-à-dire ne pas projeter des interprétations ne partir que de faits concrets, précis, documentables. Ensuite, à l'écrit, c'est la même chose qui vaut toujours, c'est mettre en avant les aspects positifs de l'échange qu'on va avoir avec la personne. De manière générale, c'est d'être fidèle aux valeurs que l'on professe dans ses comportements. On dit en anglais « walk the talk », c'est-à-dire agir comme on dit qu'on va agir. Et non pas « faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais », c'est « je fais ce que je dis ce que je fais ». Je ne dis pas ce que j'ai fait avec d'autres si ça n'a pas été négocié. Voilà. Toujours très rigoureux dans cette dimension-là. La question, c'est la question de masse, c'est-à-dire qu'on a, en tant que participant, si on veut participer de manière active et si, avant de se présenter, on doit lire les présentations des 1000 autres personnes qui se sont présentées avant pour faire un travail efficace, ça prend beaucoup de temps. Donc, moi, en tant qu'apprenant dans certains MOOC qui étaient destinés à des enseignants, j'ai fait ce travail-là de lire ce qui avait été fait par d'autres et j'ai produit une présentation ou une synthèse qui m'était demandée en prenant en compte, en m'appuyant sur ce qui avait été produit par d'autres. Mais ça prend beaucoup de temps. Et donc, si en tant qu'apprenant, ça me prend beaucoup de temps, en tant que tuteur, imaginez ce que ça peut vouloir dire si j'applique mon modèle de tutorat. Donc, mon modèle tel qu'il m'a été transmis, tel que je l'ai appliqué, n'est pas immédiatement transférable à une situation de MOOC. Pour la raison évidente que si on a 2000 personnes, 20 000 personnes ou 130 000 personnes, on ne va pas avoir un discours individualisé avec chacun, quoi. C'est matériellement impossible. Donc, en fonction, vous, de votre modèle, vous ne concevez pas la formation à distance, quelle que soit, sans tutorat, sans accompagnement? Non, je n'imagine pas comme ça. C'est autre chose. C'est de l'auto-formation à distance à partir de ressources mises à disposition. Mais c'est pas de la formation à distance. Pour moi, j'inclus la fonction tutorale dans la formation à distance, mais c'est ma vision, c'est vraiment mon credo.